Bonjour, vous êtes Bonjour. Raphaël Glucksmann, vous êtes né en 1979 à Boulogne-Billancourt, francilien. Mais Tout est vrai jusque-là. Ah, ça. Mais vous vous présentez pour une élection européenne, pour ces élections européennes, sur la liste Parti Socialiste, Place Publique, que vous avez créé et dont vous êtes le vice-président, je crois. Le président, Le président, coprésident, avec une femme. Aurore Laluc. Ouais, Voilà. on est toujours en structure paritaire. Très bien. Alors, nous avons à Europa Nova réfléchi sur des questions du futur européen, futur à l'horizon 2040, avec une cinquantaine de personnalités européennes à Lisbonne, avec juste 2 Français, donc une réflexion très européenne, et je m'adresse à un Européen, puisque vous êtes aussi député européen actuellement. Et nous avons détecté 17 questions pour répondre finalement aux enjeux du futur. Et vous, quelles sont vos 3 priorités à l'horizon environ 2040? Donc pas que pour ce mandat, mais une vision plus prospective, à moyen terme. 3 priorités qui, à mon avis, peuvent se résumer en un concept, et je déclinerai ensuite les 3 priorités. L'avènement de la puissance écologique européenne. C'est la priorité de la défense. Il faut qu'on redevienne producteur de notre propre sécurité. Donc il faut qu'on construise cette défense européenne. C'est la base même en fait de la liberté que de pouvoir assurer sa propre sécurité. Et là en 2024, avec la guerre sur notre continent, avec les menaces de Vladimir Poutine, avec aussi la perspective peut-être d'une présidence de Donald Trump aux États-Unis qui nous laisserait seuls, cette question de la défense devient existentielle en fait, et on va devoir s'en emparer dès le début de notre mandat. L'autre priorité, est-ce que je ne fais pas un ordre, c'est évidemment la transition écologique, c'est le fait qu'aujourd'hui le Green Deal est menacé par une offensive conservatrice partout sur le continent, et qu'on doit impérativement passer à la 2e étape de ce Green Deal, de ce pacte vert, non plus simplement les normes, mais une planification à l'échelle du continent européen, des investissements et si vous voulez, la réindustrialisation verte du continent européen. Et la 3e priorité, mais c'est pas un ordre d'importance, c'est rétablir l'idée de la justice sociale et du fait que le modèle qui est porté par l'Europe est un modèle fondé sur des solidarités. Parce que aujourd'hui, on a tendance à opposer Europe et solidarité sociale, comme si l'Europe était structurellement néolibérale, si vous voulez. Et moi, je ne crois pas du tout à ça. L'Europe peut être un projet de solidarité sociale. Et d'ailleurs, dans les dernières lois qui ont été portées à l'échelle européenne, que ce soit la directive sur les travailleurs des plateformes, qui donne des droits à des millions de travailleurs en Europe qui jusqu'ici étaient privés de tout droit, c'est les forçats du XXIe siècle, les travailleurs de Uber, de Deliveroo et des autres plateformes, eh bien, c'est la Commission européenne qui a porté une directive de progrès social, et c'est la France, la nation française, représentée par Emmanuel Macron, dirigée par Emmanuel Macron, qui s'y est opposée. Donc en fait, il y a moyen que l'Europe porte des progrès sociaux, et je pense que ça doit être une urgence absolue pour réconcilier aussi les Français avec l'idée européenne. Sur l'élargissement de l'Union européenne, les Français étaient pour, aujourd'hui ils sont contre. Comment vous vous situez? Et pas uniquement sur l'adhésion de nouveaux pays, mais comment aussi? Comment faire adhérer plus de pays? Moi, je le dis, et je le continuerai à le dire, même si les sondages changent. Je pense que le destin de l'Ukraine est l'intégration à l'Union européenne, et que le destin de l'Union européenne est la réunification du continent européen. Je l'assumerai et j'expliquerai comment et pourquoi, parce que je comprends que ça soulève des inquiétudes. Mais l'intégration de l'Ukraine et aussi des Balkans, qu'il ne faut pas oublier, c'est pas en un jour que ça va se faire. C'est un long processus qui supposera des réformes en Ukraine et des réformes en Europe. Si vous faites l'intégration de l'Ukraine à politique agricole commune constante, ben ça sera vraiment une catastrophe pour nos agriculteurs en France. Mais de toute façon, il faut changer la politique agricole commune. Et de toute façon, elle est inégalitaire et elle n'est pas écologique. Et donc, de toute façon, eh bien, il faut passer d'une politique agricole commune qui subventionne l'hectare
ce qui serait une catastrophe si l'Ukraine arrive, avec ses grandes fermes héritées des sauf-causes soviétiques, à une politique agricole commune qui subventionne l'emploi et l'actif, et ce qui rendrait indolore pour les agriculteurs français l'intégration de l'Ukraine. Et donc en fait, les réformes qui sont rendues nécessaires en Europe pour intégrer l'Ukraine ou pour intégrer d'autres pays à l'Union européenne sont de toute façon des réformes que nous devrions mener, des réformes institutionnelles, des réformes des politiques structurelles. Et donc, moi je vois au contraire le moment du nouvel élargissement comme un moment d'opportunité pour changer ce qui ne fonctionne pas en Europe, ce qui permettra une intégration qui ne sera pas douloureuse. Et donc je crois que c'est vraiment, même si ça devient impopulaire, c'est un sujet sur lequel il va falloir se battre. Et trop souvent, les politiques, si vous voulez, en fait, font évoluer un peu leurs principes en fonction des sondages. Et du coup, renoncent au rôle du politique, qui est aussi de mener la bataille de l'opinion et de faire évoluer les perceptions. Qui aujourd'hui voudrait que le Portugal soit en dehors de l'Union européenne? Pourtant, au moment où le Portugal est devenu pays candidat, eh bien, le SMIC portugais était 10 fois inférieur au SMIC français. C'est-à-dire exactement la proportion ukrainienne aujourd'hui. Il y a le bel exemple de la peine de mort aussi, où les Français étaient contre, ça s'appelle le courage politique. Et en parlant de courage politique, il y a une autre question sur l'élargissement par rapport à l'Ukraine, qui est finalement pas que le nombre d'hectares et la productivité ukrainienne au niveau agricole, mais aussi le fait qu'ils ne produisent pas bio et qu'on a des règles en Europe aujourd'hui. Vous êtes pour l'élargissement, mais est-ce que cet élargissement, de votre point de vue, mérite un travail amont sur aussi des règles, des valeurs européennes qu'on a, notamment sur le bio? Mais vous savez, la situation de concurrence déloyale, elle a lieu maintenant. On a abaissé nos tarifs douaniers, nos barrières tarifaires, et on est dans un espace de circulation de biens avec l'Ukraine ou avec les autres pays candidats. Et alors, aujourd'hui, il n'y a pas de changement des normes de production dans ces pays. Mais quand on devient pays candidat, on intègre l'acquis communautaire et on devient progressivement assujetti aux mêmes normes et aux mêmes règles que les producteurs européens. Donc la réponse à cette concurrence qu'on juge déloyale, c'est justement via l'intégration. Et donc oui, il y aura une évolution et un verdissement et une marche vers le bio, à condition que les forces conservatrices ne l'emportent pas en Europe et ne cassent pas de toute façon notre propre marche vers l'agriculture biologique. Parce qu'aujourd'hui, on a une remise en cause du verdissement de la politique agricole commune au sein même de l'Union européenne, par les forces conservatrices, par aussi d'ailleurs la majorité présidentielle qui a accepté ce sacrifice de la dimension verte de la PAC. En parlant de combat, la guerre s'est invitée en Europe, comme vous dites, l'Ukraine c'est l'Europe, géographiquement. Quelle est votre position par rapport à la défense? On vient de recevoir Jordan Bardella, qui est pour une défense nationale. Vous, quel est votre point de vue? Donc, est-ce que c'est une défense européenne? Et si oui, jusqu'où va-t-elle? L'armement, les soldats, une armée européenne, quel est votre point de vue précis sur la défense européenne? Moi, je suis un amoureux de l'Europe et en même temps un pragmatique. Donc, la première chose à faire, c'est la base industrielle de défense européenne. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir une industrie de la défense qui soit européenne. Vous faites référence peut-être à l'Allemagne qui n'achète pas forcément européen. À quoi vous faites référence? Non, je fais référence à toutes les 27 industries, qu'elles soient grandes ou microscopiques, qui sont toutes nationales. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une base commune de défense. Achat groupé? Alors, donc, j'allais y venir, un investissement massif d'au moins 100 milliards pour pouvoir relancer notre production. Donc, ce qu'on a fait face au vaccin, on peut le faire face à la guerre, parce que ce qui est en jeu, c'est quand même la défense de l'ensemble de l'Europe, parce que cette guerre ne vise pas que l'Ukraine, elle vise toutes nos démocraties, elle vise l'architecture de sécurité européenne. C'est très clair. Deux petites questions.
Une sur l'harmonisation du droit européen. Aujourd'hui, les entreprises ont des règles différentes en fonction des pays. Donc, est-ce que vous êtes pour plus d'harmonisation ou rester sur les règles françaises? Et dernière question, là c'est une question plus personnelle. Sur l'Europe, est-ce que vous avez une histoire européenne? Aujourd'hui, voilà, vous êtes déjà député, vous voulez un deuxième mandat. Quelle est votre histoire européenne? Est-ce que vous avez été en voyage? Est-ce que vous avez eu une émotion au-delà de l'homme politique? Si on a un marché unique, il faut une harmonisation des règles. Vous savez, avoir un marché unique et avoir des règles qui sont variables 27 fois d'un pays à l'autre, c'est finalement renoncer au marché unique. Donc il faut une harmonisation, et moi je lutterai pour que ce soit une harmonisation, plus par le haut, évidemment. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur mon histoire européenne. Et toute mon histoire est européenne. Et si je dois, depuis mes origines, qui viennent de toute l'Europe, et mon horizon, qui a toujours été un horizon européen, mais une histoire personnelle. Moi, j'ai vu, parce que les gens ont un rapport à l'Europe qui peut parfois sembler distant. C'est-à-dire que c'est une technostructure qui émet des normes. Et on dit souvent que ce drapeau, finalement, ne symbolise pas grand-chose. Moi, j'ai vu, de mes yeux, des jeunes étudiants avec ce drapeau dans les mains braver les balles des snipers sur la place Maïdan en 2014, à Kiev. Et ces gens qui étaient prêts à mourir pour ce que symbolisait ce drapeau, ils ne se soulevaient pas pour une technostructure ou pour un ensemble de normes. Ils se soulevaient pour un idéal, ils se soulevaient pour la dignité humaine, ils se soulevaient pour la liberté, la démocratie que symbolisait ce drapeau. Et donc quand on dit que personne n'est jamais mort pour ce drapeau, contrairement au drapeau tricolore, c'est faux. Et depuis 2 ans, des milliers et des milliers d'Ukrainiens meurent pour ce que symbolise à leurs yeux ce drapeau. Et donc nous devons faire en sorte d'être dignes de ces jeunes étudiants de la faculté de philosophie de Kiev, mes amis, qui étaient capables de brandir ce drapeau sous les balles des snipers. Et je crois que le jour où nous serons fidèles à ce que l'Europe contient comme promesse, nous aurons construit la puissance européenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.